précédents qui ont pu avoir lieu avec ce programme, et donc en tournant ce webinaire autour des éco-gestes, dans la suite logique du MOOC que certains ont pu suivre ou que certains pourront encore suivre d'ici la fin de l'année. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques bonnes pratiques. Donc, normalement, chacun d'entre vous a son micro et sa caméra coupée pour qu'on puisse gagner collectivement en bande passante. On vous invite à poser vos questions tout au long de notre échange sur le chat Teams. Hein, on prendra les questions à la fin de toutes les interventions. Et puis, pour anticiper une question, je dirais classique, le support ainsi que les réponses aux questions seront disponibles suite au webinaire. Et puis, par ailleurs, le webinaire est également enregistré. Donc, laissez-moi tout d'abord présenter nos intervenants ce matin. Donc, d'une part, Christophe Jacob, chef de projet RSO à la CEPAM de la Haute-Garonne. Bonjour. Bonjour Christophe, qui nous fera un retour sur des actions menées au sein de la CEPAM sur ces enjeux d'éco-gestes. Et puis Mickaël Magie, chargé de communication grand public à l'ADEME, qui va nous faire également une présentation sur le sujet des éco-gestes plus large. Bonjour. Bonjour. Et puis Pierre Rostand, moi-même, chef de projet Impulsion 2021. Je vais prendre quelques instants au départ pour diffuser quelques informations, et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Tout d'abord, avant de commencer, effectivement, on voulait vous partager quelques retours sur le programme Impulsion, et puis aussi le présenter très rapidement à ceux qui nous rejoignent ce matin sans avoir forcément suivi la dynamique à date. Donc, de manière générale, le programme qui a démarré au début de l'année 2020 va prendre fin à la fin de l'année 2021. Donc, il nous reste 2 mois et demi de travail sur ce sujet. Et le point un petit peu sur lequel on voulait insister ce matin, parce que c'est aussi, vous êtes potentiellement une cible pertinente pour ce point-là, c'est le sujet de la sensibilisation. Hein. Ce webinaire s'inscrit parfaitement dans le volet sensibilisation du programme, qui donc est surtout, qui prend forme surtout avec ces MOOC de sensibilisation, notamment le MOOC généraliste qui est adressé à tous les collaborateurs de la sécurité sociale. Il est ouvert jusqu'à la fin de l'année 2021. On vous invite à continuer à vous inscrire massivement, que ce soit individuellement ou avec des inscriptions groupées par organisme de sécurité sociale. C'est un MOOC qui dure 1 heure, 1 heure et demie, qui est gratuit pour les organismes et qui est donc encore ouvert jusqu'à la fin de l'année. Et donc pour ça, vous pouvez nous écrire, on vous remettra nos coordonnées en bas à la fin de la présentation, pour prendre contact là-dessus. Et pour vous donner un petit peu envie de continuer à vous inscrire, on voulait aussi en profiter pour à la fois mettre en avant et féliciter les vainqueurs du challenge de collaborateurs engagés. Voilà, on avait lancé pendant l'été une invitation massive à s'inscrire. Et puis, on a eu beaucoup d'inscriptions, des milliers d'inscriptions cet été, avec notamment des organismes qui ont inscrit tous leurs collaborateurs. On pense notamment à la CEPAM des Yvelines, hein, plus de 1000 collaborateurs de la CEPAM qui sont inscrits au MOOC et qui les suivent depuis le début du mois de septembre. Et puis, d'autres organismes qui ont inscrit beaucoup de monde, notamment la CEPAM de la Haute-Garonne, avec M. Jacob ce matin, qui a inscrit quasiment 40% des collaborateurs de l'organisme. Donc, voilà, n'hésitez pas à les suivre. Si vous avez besoin d'aide pour la marche à suivre, on pourra vous aider là-dessus. Donc voilà, le MOOC est toujours ouvert et surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Mais d'ores et déjà, je vais laisser la parole à l'ADEME ce matin, à M. Magui, pour nous partager un petit peu sa vision et ce qu'il souhaite vous proposer ce matin sur le sujet des éco-gestes. Alors, bonjour à tous, effectivement. Donc, je m'appelle Mickaël Magie, je travaille au sein du SMCM à l'ADEME, qui est intégré à la direction de la communication. Le SMCM, c'est le service qui s'occupe de mobilisation citoyenne et aussi des médias. Je vais quand même vous présenter un petit peu l'ADEME. Donc, nous, au sein de ce service-là, on fait effectivement tout ce qui peut concerner la mobilisation, mais aussi du partage de connaissances, de la vulgarisation
d'expertise. C'est un petit peu ce qu'on fait. Et donc, je vais vous présenter un petit peu l'ADEME, parce que peut-être tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est, ce qu'on fait, comment ça marche. Donc, c'est l'Agence de la transition écologique, pour commencer. Et donc, on peut passer au slide suivant. Il y a un blocage de slide ou... Il y a un petit blocage? Je pense pas que j'ai fait bouger là, on est sur la slide de la raison d'être. Ah bah, du coup, on peut directement passer à la slide suivante. Hein. Je vais présenter. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur la présentation de l'ADEME, parce que ce n'est pas forcément l'idée. Hein. L'idée, c'est que tout le monde le situe bien. Bon, l'ADEME, d'abord, effectivement, c'est l'Agence de la transition écologique. Notre job à nous, c'est d'abord de mettre notre expertise au service des citoyens, des territoires et des acteurs économiques. Ces trois publics cibles-là sont très importants pour nous. Alors évidemment, il faut leur parler d'une manière différente, parler à chacun et apporter les mêmes services à chacun. Notre job, c'est un peu de leur donner des clés de compréhension, mais aussi des clés d'application à l'ensemble de toutes ces parties prenantes pour faciliter un passage à l'action plus large et donc pour déployer aussi plus largement ce que tout le monde aujourd'hui appelle maintenant la transition écologique. Pour nous, le but, c'est d'aller... on dit souvent qu'on veut agir plus et puis qu'on veut aller aussi plus vite parce que sur le champ de la transition écologique, sur certains points, on peut se retrouver un peu en avance, mais on peut aussi se retrouver un petit peu en retard. Et donc, notre job à nous, hein, c'est de faire en sorte que d'abord, on gagne tous ensemble la bataille du climat, la crise climatique qui est devant nous, qu'on arrive à mieux préserver nos ressources qui sont effectivement dans des facteurs soit de crise, soit d'appauvrissement. Et puis donc qu'est-ce qu'on fait pour arriver à faire ça? L'ADEME, d'abord, elle promeut des façons nouvelles de produire et de consommer, toute transition qui doit se faire à ce sujet-là, qui pourrait concilier la sobriété, le développement économique, la qualité de vie, parce que c'est aussi important, pas du tout une agence en train de prôner un retour à des modes de vie qui seraient, je veux dire, complètement antinomiques avec les questions de qualité de vie ou de développement. Deuxième point, notre but, c'est quand même d'accompagner et d'accélérer la transition écologique sur l'ensemble de la société. Et puis aussi, on est dans une posture d'écoute. L'ADEME est dans une posture d'écoute, d'abord parce qu'elle a plusieurs publics cibles, hein, on en a parlé, parce qu'elle n'est pas la seule à avoir les solutions. Donc, de ce fait-là, effectivement, on doit écouter, on doit se mettre à disposition et on est dans une posture un peu servicielle. Moi, je ne vois toujours pas les slides défiler. Hein. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous tous, mais juste, je vous le signale. Est-ce que vous les voyez défiler, les slides, ou pas du tout? Alors, je pense que oui. Enfin, moi, c'est moi qui les partage, mais là, est-ce que vous les voyez d'un coup? Alors là, je suis effectivement sur la deuxième partie, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Mais effectivement, moi, je vois les slides statiques. Aussi, on va peut-être faire un essai, on va passer directement à la slide suivante. C'est le cas. Ouais, moi, je ne la vois pas défiler. Ah, ça y est. Non, moi, je ne la vois pas défiler. Alors, on est bloqué à la page 12. Ouais. Ah, là, on est passé à... Là, on est passé à un slide qui est notre mobilité en question. Donc, on a un slide... Bon, on avait un slide un petit peu avant, mais je peux vous le faire oralement, c'est pas vraiment un problème. Pas obligé de revenir à ce slide-là. L'idée, c'était d'abord de poser un peu des grands impacts aujourd'hui qui sont communs, qui ne sont pas forcément que liés à la question de l'éco-responsabilité au bureau ou à la question de nos usages ou de nos habitudes de bureau, mais
voilà, quelques petits faits et chiffres qui me semblaient quand même très parlants pour poser un petit peu le sujet. D'abord, au cours des 22 000 dernières années, il y a eu moins d'émissions de dioxyde de carbone, de méthane, de protoxyde d'azote, qui sont les principaux gaz à effet de serre, qu'au cours des 100 dernières années. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une accélération de tous ces gaz à effet de serre. Évidemment, ça a un impact très important sur la question climatique. Deuxième chiffre, qui est plutôt là centré, parce que là, évidemment, c'était un chiffre monde. Hein. Là, je vais vous donner un chiffre France qui dit qu'entre 1995 et 2018, donc là, c'est sur quelque chose quand même de très, très rapproché, on a une hausse de plus 20% de l'empreinte carbone des Français, sur aussi les trois principaux gaz à effet de serre que j'ai mentionné un petit peu avant. La crise face à laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est une crise avec des enjeux interconnectés qui, bien entendu, a un impact effectivement sur le climat. Et le climat, c'est plusieurs choses. Hein. C'est pas seulement une hausse des températures, c'est pas comme ça que ça marche, mais c'est des épisodes climatiques extrêmes dont la fréquence s'intensifie. On en a vu plein cet été, des incendies bien entendu, des inondations, un tas de choses diverses et variées. Il y a une crise de la biodiversité qui est aussi complètement liée à la question climatique, pas seulement, mais complètement liée à la question climatique. Il y a des ressources évidemment qui s'appauvrissent, c'est plutôt nos modes de consommation qui peuvent être éventuellement mis en cause. Dernier chiffre, aujourd'hui, qui n'est pas forcément lié pour le coup à la question climatique, mais la mauvaise qualité de l'air en France, c'est 40 000 décès chaque année. Donc il y a aussi un énorme sujet qui peut être lié à la question à la question sanitaire, hors celle évidemment très particulière qu'on est en train de vivre. Donc j'ai essayé de vous faire ça par thématique parce que je trouve que c'est le plus simple pour bien comprendre un peu ce que c'est que nos démarches et puis comment chacun d'entre vous, à la fois individuellement, mais aussi collectivement, peut arriver à agir sur les habitudes, sur nos manières de travailler pour aider un petit peu effectivement à amoindrir les impacts liés aux activités de bureau. Alors, première chose, c'est la mobilité. Les trajets domicile-travail représentent le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de bureau. C'est 12 millions de tonnes par an. Et donc, on pourrait se dire très, très justement, et c'est ce que nous, on se dit aussi à l'ADEME, c'est que finalement, c'est un peu là qu'est déjà le premier nerf de la guerre, si on peut dire. On sait qu'effectivement, bouger, c'est quand même très important. J'ai mis une citation de Carol Ann Pope que je trouve assez intéressante, parce qu'elle est un peu ambivalente. Tout mouvement, quelque nature qu'il soit, est créateur, sachant que dans l'histoire de l'humanité, effectivement, entre ceux qui sont restés nomades, ceux qui ont cessé de l'être, il y a effectivement les sociétés, elles se sont développées autour de la sédentarité, et pourtant, effectivement, plus on avance dans le temps, plus on ne cesse de bouger avec des distances qui ne cessent de se rétrécir. Le monde est toujours à la même taille, mais en tout cas, il est toujours plus proche, il est toujours plus petit, parce qu'on peut prendre l'avion, parce qu'on peut aller passer un week-end n'importe où en Europe. Quelques chiffres aujourd'hui sur nos habitudes de mobilité liées au travail. D'abord, 73% des salariés viennent au bureau en voiture seuls, majoritairement. J'en donne d'autres, mais il faut savoir que 40% des trajets quotidiens qu'on fait en voiture sont inférieurs à 3 km. Voilà, c'est quand même une donnée assez importante. Pour 10 km en voiture thermique, on émet 1,9 kg de CO2. En TER, on fait 248 grammes. Et en vélo, on fait 0 grammes, bien entendu. Un tiers des gaz à effet de serre sont émis par les transports, et à l'intérieur de cette émission de gaz à effet de serre, plus de la moitié, c'est dû à la voiture elle-même. Enfin, on parlait des 40 000 morts chaque année.
80% de la pollution est due au transport, provient de la seule circulation routière. Donc, il y a un enjeu vis-à-vis à la fois du climat et vis-à-vis aussi de la santé publique. Bon, il y a quand même des solutions, et une des solutions, justement, elle était aussi un peu comprise dans l'idée de dire que 40% des trajets quotidiens qu'on fait sont inférieurs à 3 km. Ce qu'on peut faire d'abord dès demain, je veux dire, individuellement, c'est essayer les mobilités actives. Je ne vais pas vous chanter la chanson de Joe Dassin, mais effectivement, en ville ou dans certains territoires, c'est plus rapide d'être en vélo que d'être en voiture. Sur un trajet d'à peu près 5 km, on estime qu'en vélo, on est sur une moyenne de 15 km/h. En voiture, on est sur une moyenne de 14 km/h. Bon, ça joue à touche-touche, mais quand même, il y a un petit peu cette idée-là. Et puis aussi, bien sûr, sachant qu'on passe quand même 40 minutes par jour en moyenne dans les bouchons, évidemment, il y a aussi une question qui est liée à la fois au gaz à effet de serre, bien entendu, mais aussi au stress, à la qualité de vie et à la santé, puisque l'OMS recommande de faire de l'activité physique à peu près 30 minutes par jour. Voilà, le vélo peut aider à ça. L'autre chose qu'on peut faire, c'est bouger de manière agile. C'est un peu lié, parce que nous, on parle beaucoup de multimodalité. Ça facilite ce qu'on appelle le transfert modal, mais prendre son vélo, rentrer dans un tramway ou dans un train, reprendre son vélo, marcher. La marche aussi est une mobilité active et elle fait partie de la multimodalité. Voilà. C'est l'idée, c'est de repenser un petit peu ses usages vis-à-vis de ça. Revenir à les transports en commun, je dis ça parce que depuis la crise sanitaire, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une crise aussi de l'usage du transport en commun. Alors, les gens pensent peut-être qu'effectivement c'est moins safe de prendre les transports en commun avec le Covid, mais toutes les études démontrent que ce n'est pas réellement le cas. Enfin, vous pouvez vous informer sur les aides à la mobilité durable. Donc là, je ne sais pas du tout, ça c'est toujours le miracle des webinaires, je ne sais pas du tout à qui je suis en train de parler. Donc je ne sais pas qui a accès à toutes les aides, mais d'abord il y a des aides effectivement auprès des entreprises. Il y a aussi des aides dans certaines collectivités pour changer sa mobilité, pour acheter, louer un vélo électrique, ce genre de choses. Et puis on peut aussi repenser ces mobilités ensemble. D'abord, on peut en finir avec l'autosolisme, parce que au-delà du fait qu'on prenne sa voiture, ce qui est déjà un petit problème en soi, mais parfois aussi on n'a pas le choix. Il y a des gens, encore une fois, je sais pas d'où vous venez, je ne sais pas vraiment qui vous êtes. Vous vivez peut-être dans des régions où c'est pas si facile voire pas facile du tout de se déplacer sans voiture. Bon, l'idée c'est peut-être d'en finir déjà avec l'autosolisme. Peut-être au sein de vos structures, pourriez-vous mettre en place des plateformes d'échange pour favoriser le covoiturage. Après, il y a aussi des plateformes qui sont disponibles un peu partout. Je ne sais pas exactement aussi s'il n'est pas possible. Je sais que des entreprises le font. Elles se lient les unes entre elles pour partager la même plateforme d'échange pour arriver à favoriser le covoiturage. Voilà, par exemple, moi je suis à Montrouge, je sais qu'il y a des plateformes de ce type-là qui sont un peu inter-entreprises. Ensemble aussi, vous pouvez être des ambassadeurs des mobilités douces. Je vous ai mis 2 petits liens sur ce que nous on appelait les challenges de la mobilité, qui souvent se déroulent, pas tout le temps, mais qui souvent se déroulent pendant la semaine de la mobilité, qui se tient toujours en même temps, hein, c'est du 16 au 22 septembre. Je vous ai mis 2 petits liens pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Il y en a un en Bourgogne-Franche-Comté, il y en a en Hauts-de-France, il y en a en Nouvelle-Aquitaine, il y en a un petit peu partout. Souvent, c'est soit en juin, soit en septembre. Deuxième impact, qui est quand même assez important, c'est évidemment tout ce qui est lié au numérique. Et donc, devant votre ordi. Le numérique aujourd'hui, c'est 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et ça devrait doubler d'ici 2025, voire plus, selon certaines études. Il y a aussi une question liée à la facture énergétique, c'est 21% de la facture énergétique. C'est aussi
un réel sujet, un réel enjeu vis-à-vis des ressources, puisqu'un ordinateur de 2 kg, c'est 588 kg de matière mobilisée. Et quand je dis ça, je dis aussi qu'il y a beaucoup de métaux dedans, des métaux très rares. Je vais prendre un autre exemple, mais dans un smartphone, il y a énormément d'or, par exemple. Dans 1 tonne de smartphone qu'on jette, il y a plus d'or que dans 1 tonne de minerai d'or. Et c'est évidemment quand même un gros problème. Enfin, nos usages numériques parcourent une distance de 15 000 km à travers les câbles. C'est quand même un pari antarctique. Donc ça veut dire aussi que ça a l'air comme ça, très immatériel, le numérique, mais ça ne l'est pas du tout en réalité. C'est très, très, très matériel. Et il faut voir ce qu'on peut éventuellement faire vis-à-vis de ça. Les solutions, elles sont aussi individuelles et collectives. D'abord, vous pouvez tout à fait adopter des usages plus vertueux. Là, j'ai mis les mails, le web, évidemment. Et par exemple, je vais prendre l'exemple des mails. On envoie par heure, à peu près, dans le monde, 10 à 12 milliards de mails. 60% des mails en question ne seraient jamais ouverts. Donc, on voit bien quand même, et ça a quand même un poids assez important. Les vidéos, bien sûr, la vidéo aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est quand même très génératrice de GES. Elle compte 10 heures de film HD, juste pour dire un peu la chose, ça contient plus de données que l'intégralité des articles en anglais de Wikipédia. Voilà. Juste 10 heures de film HD. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, on peut faire des nettoyages sur les mails, on peut adopter des pratiques plus vertueuses. Par exemple, quand on fait une recherche sur un moteur de recherche, mieux vaut effectivement avoir bien pensé sa barre de favoris pour aller directement sur le site web qu'on recherche. Je viens de parler du streaming et tout un tas de pratiques professionnelles numériques aussi qui peuvent être un petit peu aménagées. Par exemple, plutôt que d'envoyer des grosses pièces ultra lourdes par mail, vous pouvez tout à fait utiliser les plateformes de dépôt temporaire. Il y a tout un tas de choses. Des éco-gestes sur la question numérique, il y en a vraiment énormément. Repensez vos usages aussi à l'aune de la sobriété énergétique. Alors ça, c'est peut-être à voir avec vos services, parce que je sais qu'en fonction des structures, il y a souvent des questions de sécurité. Alors, il y a parfois des services informatiques qui recommandent de ne pas éteindre son ordi, d'autres qui recommandent de le faire. Mais voilà, je pense que quand on n'utilise pas son ordinateur pendant 1h30, effectivement, le mieux, c'est quand même de l'éteindre. Même la veille est quand même très consommatrice en termes d'énergie. Enfin, et ça, c'est presque le plus important, prendre soin de vos équipements pour favoriser l'allongement de la durée de vie. Ça, c'est hyper, hyper important parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel, en fait, on renouvelle nos équipements trop souvent. Tous les 2 ans en moyenne, par exemple, en ce qui concerne les téléphones, alors qu'ils fonctionnent encore. Et en plus, on les recycle très très mal. C'est-à-dire que, alors qu'on a justement parlé qu'il y avait quand même énormément de problèmes vis-à-vis des ressources et que dans un smartphone, par exemple, on peut, en le recyclant, aller rechercher du métaux précieux. Ce que vous pouvez faire ensemble, c'est partager tous ces éco-gestes. C'est peut-être, si vous faites partie des services informatiques, essayez de voir si vos sites internet sont vraiment éco-conçus, s'ils sont vraiment accessibles à tous. L'accessibilité, c'est aussi un élément assez important. Pour vous aider, sachez quand même que si le sujet vous étreint, il y aura une campagne très prochaine sur le numérique responsable dans lequel quasiment tous les éco-gestes les plus importants seront listés. Et puis, il y aura des guides. Alors aujourd'hui, ces guides, ils existent. Aujourd'hui, il y a un guide qui s'appelle, de l'ADEME grand public, qui s'appelle la face cachée du numérique. Il y a un guide qui s'appelle éco-responsable au bureau. Aujourd'hui, ces guides sont tout à fait, vous pouvez tout à fait les consulter, tout à fait les partager. Tout ce qu'il y a dedans est tout à fait valable. Je n'ai pas de problème là-dessus. Simplement, il y aura des mises à jour avec des chiffres peut-être un peu actualisés, peut-être un petit peu plus ajustés. Voilà sur la question du numérique. Alors, je ne veux pas parler comme ça de sobriété tout de suite, parce que je trouve que c'est pas forcément... Alors nous, on parle de sobriété, bien entendu, mais je trouve que c'est pas forcément un mot qui est très sexy.
Je vous ai mis une citation de l'ADEME d'il y a 10 ans qui disait que le meilleur déchet, c'était celui qu'on ne crée pas. Et ça a l'air... enfin, nous, on ne parle plus comme ça aujourd'hui. Même si la sobriété reste importante. Donc, pas de panique, voilà. Vous pouvez continuer à vivre. Vous n'êtes pas obligé d'aller bosser dans une grotte, de consommer rien du tout et de faire hyper attention à tout. Mais d'abord, un salarié du tertiaire, c'est quand même 140 kg de déchets par an, dont 40 kg de papier, qui est aujourd'hui recyclé. Alors là, je pense qu'on va pouvoir avoir des chiffres un peu meilleurs, parce qu'aujourd'hui, en entreprise, on recycle un peu mieux le papier, mais il y a 2 ans, c'était seulement effectivement 20% en entreprise, contre 41% à la maison. Voilà, c'est l'ère du numérique, mais on continue à imprimer beaucoup. Mais je vous en parlerai un petit peu après, parce que c'est pas si simple que ça. Je sais qu'il y a pas mal d'années, on disait, il y avait peut-être vous aviez ça dans vos mails, des petits trucs qui disaient, voilà, n'imprimez pas ce mail, etc., etc. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait capable de dire si le fait d'imprimer un mail n'est pas préférable au fait de conserver ce même mail. C'est pas dit du tout, puisque le poids du numérique est vraiment très très important. Et peut-être que finalement, en fait, imprimer, c'est pas si horrible que ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé quand même de faire un petit peu attention à ça. Les coûts des impressions oubliés sur l'imprimante, c'est 400 millions par an. Et 25% des documents qui sont imprimés aujourd'hui sont jetés au bout de 5 minutes. 16% sont jamais lus. Donc il y a quand même un potentiel quand même je veux dire, de sobriété ou de rationalisation de ce qu'on fait vis-à-vis du papier et des impressions. Une entreprise de 5 salariés, ça consomme 2000 à 5000 m3 d'eau par an. Et enfin, l'optimisation de l'éclairage. Alors évidemment, c'est pas à vous que ça va forcément profiter, mais la dépense énergétique, elle n'est pas que sur la facture non plus. Elle a aussi son pendant qui est quand même la production. Bon, en tout cas, l'optimisation de l'éclairage, simplement de l'éclairage, alors qu'on on est tous équipés en LED, ça peut entraîner jusqu'à 70% de dépenses en moins sur ce poste particulier. Donc il y a quand même des solutions aussi encore, et là c'est vraiment, alors c'est presque tous les éco-gestes qu'on vante depuis 15 ans. Effectivement, donc est-ce que j'ai besoin d'imprimer ce document? Comment est-ce que je peux réduire l'ancrage? Est-ce que dans vos structures, vous avez bien des photocopieurs qui privilégient le recto verso, par exemple, qui le font de manière quasiment automatique? Est-ce que j'éteins tout simplement la lumière d'un bureau avant de partir quand la luminosité est assez bonne? Est-ce que les consignes de tri sont bien respectées? Je parle des déchets, par exemple, électroniques, effectivement, la question du papier. Aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près à 40% de recyclage du papier, ce qui est mieux que 20%, mais en entreprise, normalement, effectivement, on devrait avoir les moyens de tout recycler. Est-ce que je suis obligé, effectivement, je peux faire effectivement attention à l'eau? Est-ce que, voilà, mon nouvel équipement ne peut pas durer encore un petit peu plus longtemps? Ce qu'on peut faire ensemble aussi, c'est pas mal de choses. D'abord, effectivement, on peut tout à fait se dire que chez soi, on a tout un tas d'objets qu'on s'apprête à jeter, mais en réalité qui peuvent servir à d'autres. Donc pourquoi pas, sur le lieu de travail, mettre en place des espaces de troc, pas forcément toute l'année, hein, parce que ça dérange peut-être un petit peu dans la vie professionnelle, mais voilà, vous pouvez le faire sur des périodes un petit peu particulières. Je vous ai mis un truc qui est assez intéressant qu'on fait. Alors, c'est pas forcément pour le lieu professionnel, mais je me suis dit pourquoi pas en fait sur le lieu professionnel. On a, avec la campagne Longue vie aux objets, que vous avez peut-être vu passer à la télé, développé des posters. C'est pour les voisins, en fait, des posters de voisins solidaires qui consistent en fait à mettre son nom voilà, à l'entrée de l'immeuble et à dire, voilà, moi j'ai besoin, par exemple, je sais pas, d'une scie sauteuse, ou j'ai besoin de tel outil, et tel voisin pourrait éventuellement l'avoir et me le prêter. Ça, c'est intéressant parce que aussi acheter des outils ou des objets dont on ne servira qu'une à deux fois, et en fait, pourquoi l'emprunt enfin, à la limite,
on pense que l'emprunt, effectivement, serait largement préférable. Enfin, je ne sais pas s'il y a des communicants ici, mais la communication responsable, ça existe, et il y a des techniques très très particulières qui peuvent vous permettre d'adopter une communication responsable, et c'est pas que est-ce que le papier sur lequel je vais imprimer telle brochure est écolabellisé. Ce n'est pas que la question des encres végétaux, c'est aussi justement toute la consommation d'encre derrière. Est-ce que j'ai pas des énormes aplats sur mes documents qui vont faire débauche comme ça, débauche d'encre. Et il y a tout un tas d'autres notions aussi, c'est-à-dire la manière dont on peut aborder la communication, les wordings qu'on peut employer, etc., etc. Donc, je vous invite à aller sur ce site-là qui parle de communication responsable. La question de l'alimentation est aussi assez importante. Hippocrate disait que ton aliment soit ta seule médecine, et ça devient assez vrai parce qu'elle peut l'être également pour la planète désormais. En France, l'alimentation, c'est responsable de 25% des gaz à effet de serre. En moyenne, dans la restauration collective, on gaspille 120 grammes de nourriture par repas et par convive. Je vous rassure, je pense qu'il y a aussi du gaspillage alimentaire, je veux dire, chez soi. Et c'est quand même assez important puisqu'il y a 3,8 milliards de repas qui sont distribués par an. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a un gros potentiel derrière. Là encore, il y a tout un tas de solutions individuelles. D'abord, c'est un truc tout bête. Je suis un peu embarrassé de le dire, mais finir son repas, en fait, ça commence par bien doser son besoin. Deuxième point, on peut manger un peu moins, mais on peut manger mieux. Alors, quand je dis moins, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de manger un haricot vert. Ce n'est pas du tout le but, mais moins de protéines animales, plus de légumineuses. Les légumineuses sont assez importantes parce que d'abord, elles sont moins consommatrices d'eau, et puis elles sont bonnes pour les cultures, on peut les alterner. Pensez aux saisons, évidemment aux fruits de saison, au bio, au circuit court. Bannir le plastique et s'orienter vers le zéro déchet, c'est aussi important. En fait, aujourd'hui, sur les 50 dernières années, la production de plastique a explosé. On en retrouve partout, pas que dans les emballages qui servent à notre alimentation. Et en plus, ils ont apporté quelque chose. Il n'y a pas qu'un aspect inconvénient à la chose. Hein. Le plastique a été hyper important, justement, sur une approche sanitaire, puisqu'elle a permis de conserver des aliments qu'on avait peine à conserver avant. Ça ne sert pas à rien, mais on retrouve aujourd'hui du plastique partout. Pour tout vous dire, on ingère, nous, chaque semaine, 5 grammes de particules de plastique, ce qui équivaut à peu près à une carte de crédit. Et on ne sait pas encore aujourd'hui si, d'un point de vue sanitaire, c'est problématique ou pas. On connaît mal les risques sur la santé de notre exposition au plastique. Dernier point, vous ne mangez peut-être pas tous à la cantine. La consommation nomade, ce qu'on appelle la consommation nomade, c'est-à-dire le fait, par exemple, si on prend l'exemple du lieu de travail, le fait de sortir le midi, d'aller chercher, je ne sais pas, un sandwich ou un plat chez un traiteur, d'aller dans un parc, de manger, c'est de la consommation nomade. Et ensuite, les déchets restent eux-mêmes ce qu'ils sont, et on constate aujourd'hui, c'est les chiffres de Citeo qui gèrent la question des emballages, c'est 300 000 tonnes d'emballages qui échappent de cette façon-là au tri. Alors, sur le territoire, il y a de plus en plus de poubelles biflues, vous les avez peut-être vues, si vous prenez les transports en commun, c'est des poubelles avec 2 couleurs, dans lesquelles on peut faire un tri. Bon, d'abord, c'est pas forcément toujours très bien fait. On ne sait pas vraiment qui les récupère. Donc, il y a vraiment un truc là vis-à-vis de ça. Donc, moi, je pense qu'effectivement, dans la mesure du possible, voyager toujours avec ses propres contenants peut être aussi la solution. Même si aussi il y a une réglementation qui change, même si aussi il y a de plus en plus de restaurateurs, de traiteurs, de boulangers, qui vont effectivement aller vers des contenants qui poseront beaucoup moins de problèmes. Et puis, il y a aussi une réglementation tout simplement qui interdit de plus en plus les
par exemple les plastiques à usage unique. Ce que l'on peut faire ensemble, peut-être on peut essayer de voir, alors je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez aller dialoguer avec vos lieux de cantine, si vous en avez, de restauration collective. Mais voilà, voir si effectivement il n'y a pas une possibilité de faire un tri des déchets, si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, hein, avec les emballages, les verres, les aliments aussi, voir s'il n'y a pas de possibilité sur votre lieu de mettre en place du compostage. Je vous ai mis une appli d'un site qui est vraiment hyper bien fichu, qui s'appelle datagir.adem.fr, pour lequel il y a des calculateurs. Vous pouvez calculer l'empreinte carbone de votre alimentation, et puis vous pouvez le partager autour de vous. Et puis enfin, dernière idée, ce qu'on peut faire ensemble, alors, vous verrez si ça vous dit ou pas, il y a dans pas mal d'entreprises aujourd'hui cette petite solution qui se met en place et qui s'appelle le réfrigérateur zéro perte partagée. Alors après, ça peut avoir d'autres noms, hein. J'ai essayé de l'appeler comme ça parce que je trouvais que c'était plus parlant. L'idée, c'est qu'en fait, effectivement, on l'utilise pour amener des plats et les partager avec ses collègues. Et des plats dont on pense qu'on n'arrivera pas à la consommer chez soi. Soit, effectivement, parce que dans 6 jours, ils auront dépassé la date de péremption et qu'on n'est pas assez nombreux chez soi, ça peut arriver, pour tout finir. C'est une petite lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà, j'en finis sur quelques petits éléments. Alors là, je vais directement aux solutions. Vous savez que vous télétravaillez certainement de plus en plus. D'abord, les télétravailleurs eux-mêmes sont contents d'avoir accès au télétravail. Si on met en rapport les chiffres, là je ne vous les donne pas, mais c'est très très favorable. Les gens sont non seulement contents de télétravailler, ils voudraient encore plus télétravailler, ils trouvent que ça leur permet d'avoir un équilibre nettement meilleur entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ils ont l'impression que ça les aide à être mieux concentrés. Et puis aussi, ils disent aussi que ça les stresse beaucoup moins. Donc il y a vraiment quelque chose, c'est quand même bien reçu, et aujourd'hui ça se déploie de plus en plus. Il y a tout un tas d'avantages au télétravail, donc évidemment sur la qualité de vie au travail des salariés, mais il y en a un autre, c'est que plus on télétravaille, moins on se déplace d'une certaine manière. C'est pas si simple que ça, je vous le dirai après, mais dans l'absolu, ce qu'on a constaté nous pendant la période du premier confinement, c'était que d'abord, effectivement, on avait un volume de déplacement qui était de 69%, et que par exemple, on se retrouvait avec moins 58% de particules en suspension, ce qui est quand même assez important. Cela étant dit, comme ça se déploie, les habitudes elles pourraient changer aussi. Et donc, on peut parfois observer des hausses de micro-déplacements, y compris en voiture, des trajets justement en voiture qui aujourd'hui ne sont plus mutualisés. Je donne un exemple. Avant le déploiement du télétravail, quand on emmenait les enfants en voiture, souvent on emmenait l'enfant du voisin, puis le voisin pouvait faire la même chose pour nous. On se rend compte que ces trajets en voiture-là sont plus mutualisés comme ils l'étaient avant. Donc forcément, ça va poser aussi un problème en termes d'émissions de CO2. Troisième chose, il pourrait assister à une tentation pour le salarié de déménager plus loin ou d'avoir une pièce de plus. Déménager plus loin, évidemment, ça veut dire du temps de transport en plus. Si ça doit se faire en voiture, c'est encore plus problématique. Avoir une pièce de plus, là, on est plutôt sur un enjeu qui va être énergétique. Puis enfin, on aura une facture énergétique qui pourrait aussi augmenter. Tout est lié aux équipements, tout est lié aux usages. Je vous donne un truc tout bête, mais aujourd'hui, comme on travaille beaucoup sur le numérique, on essaie un peu de voir qu'est-ce qui consomme énergétiquement dans tous nos équipements à la maison. Et on s'est rendu compte qu'allumer 24 heures sur 24, comme c'est parfois le cas, une box ADSL plus un boîtier télé, ça consomme 200 kWh par an. C'est la consommation annuelle de
cet ordinateur 15 pouces utilisé 8 heures par jour. Si chez soi, on éteint sa box le soir, c'est environ 8 à 16 euros d'économie. Donc, il y a vraiment quelque chose là derrière, effectivement, à voir. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas juste de fixer sur la question de la box, c'est de dire que des éco-gestes qu'on fait au bureau, on ne les fait pas forcément chez soi. Des éco-gestes qu'on peut faire chez soi, on ne pourra peut-être pas forcément les faire au bureau aussi. Donc, en fait, ça demande de l'adaptabilité en fonction du lieu sur lequel on se trouve quand on travaille. Je vous ai mis 2 liens, l'un sur un article du site Agir pour la transition, sur les 10 bons gestes numériques quand on est en télétravail, et puis une appli qui s'appelle C'est ma bulle et qui permet justement de trouver des solutions de mutualisation pour emmener les enfants à l'école. Enfin, le dernier point pour moi, et j'en terminerai là, c'est que effectivement, pour arriver à changer nos habitudes, pour arriver à modifier tous nos comportements, le mieux c'est quand même de savoir. Et c'est pour ça que je vous ai mis tout un tas de liens. Donc d'abord, je vous ai mis des liens sur des infographies, sur des guides, la mobilité en 10 questions, parce que je le redis, la mobilité c'est vraiment le plus important des co-responsabilités au bureau. C'est vraiment le premier poste sur lequel on peut agir et sur lequel on peut avoir un impact très direct. Je vous ai mis aussi quelques petites, voilà, une infographie sur qui s'appelle « Une journée pour tout changer », qui fait vraiment tout le spectre, qui donne bien plus d'éco-gestes que ceux que j'ai pu aborder aujourd'hui. Je vous ai mis aussi donc la plateforme Datagir. Là, ça envoie sur un calculateur qui fait l'intégralité de ce que toutes nos habitudes, en fait, tout notre mode de vie peut avoir d'impact sur la question des gaz à effet de serre et donc effectivement du climat. Donc ça vous pose des questions sur votre alimentation, sur les kilomètres que vous faites dans l'année, évidemment hors, pas forcément qu'au bureau, hein. Et à la fin, ça vous dit quelle est votre empreinte carbone. Ce qui est plutôt intéressant chez ce calculateur, c'est que vous pouvez aussi le faire à plusieurs. Donc vous pouvez le faire entre collègues. Et puis enfin, pour aller plus loin, je vous ai mis deux petites choses. Il y a un MOOC en 3 parties qui est tout à fait multiniveau et qui peut permettre de comprendre la crise écologique et aussi son lien précisément avec l'entreprise. Donc, c'est pas hyper long, comme je crois que c'est à peu près 10 heures ou quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus. Mais si vous avez envie de comprendre comment ça marche, quels sont les ressorts, les enjeux de la crise, vous pouvez effectivement faire ce MOOC. Et puis enfin, je vous ai mis un guide de questionnement pour le développement de services numériques. Encore une fois, je ne sais pas du tout s'il n'y a pas des personnes qui travaillent dans les services informatiques qui sont nos interlocuteurs. Mais c'est une démarche intéressante qui permet de calibrer lorsqu'on a un projet informatique ou numérique, les besoins évidemment de votre projet en question, de toutes les parties prenantes d'ailleurs, mais qui permet effectivement de penser et d'intégrer la question des impacts environnementaux dès la conception de ce projet. Et puis je fais un dernier petit truc de retape sur le site Agir. Le site Agir pour la transition, il a 3 entrées. Il a une entrée pour les entreprises, ce sont des entrées assez servicielles, hein. Une entrée aussi pour les collectivités, et il a une entrée pour les citoyens, et là-dessus, vous retrouvez vraiment tout ce que l'ADEME peut publier, des tas d'articles, des tas d'infographies. Je vous invite à y aller si, au-delà de la question de l'éco-responsabilité au bureau, vous avez des questionnements, des besoins d'information, de découverte. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Magie, et surtout merci pour votre agilité. On a des retards d'affichage
sont assez lourds. Donc, on essaie d'anticiper au maximum le support, mais de toute façon, vous aurez tous support, enregistrement, donc vous pourrez éventuellement revenir sur des choses qui ont été affichées, pas forcément tout à fait au bon moment. Merci beaucoup. Et donc, je vais laisser la parole maintenant à... Et donc, juste également, on traitera les questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à les écrire maintenant dans le chat ou plus tard, et puis on les traitera pour M. Magie et M. Jacob à la fin. Donc, voilà, je laisse la parole à M. Jacob, mon chef de projet RSO à la CEPAM de la Haute-Garonne, pour nous parler voilà, des initiatives mises en place sur ce sujet des éco-gestes dans son organisme. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Alors, merci pour toute cette présentation complète, Monsieur Magie, et surtout tous les liens vers les ressources, les supports, et c'est vrai que l'ADEME en est riche. J'en profite du coup, ça fait la transition, mais de faire le lien aussi sur votre banque de formation en ligne accessible, dont un certain nombre sont gratuites. Moi, j'en ai suivi l'an dernier pendant le confinement, une qui concernait les changements de pratique, qui existe aussi dans les fondamentaux de changement de pratique, qui est une formation assez courte à ce moment-là, qui fait 7 heures et qui permet effectivement d'acquérir les bons réflexes pour amener le changement, et c'est l'objet de ce sujet sur les éco-gestes, d'amener et d'embarquer, de savoir quel levier utiliser pour embarquer le changement auprès de nos collègues, de nos collaborateurs, de nos publics. Voilà, tout simplement. Alors, je vais pouvoir témoigner, merci de me recevoir et de m'inviter à ce sujet sur les initiatives au sein de la CPM de la Haute-Garonne, qui est un gros organisme en taille. On est à 1200 agents sur la Haute-Garonne, répartis comme beaucoup de collègues. Ici, on est nombreux en ligne de la MSA, de l'URSSAF ou d'autres organismes, avoir comme mission de service public, donc une implantation multisite. Donc, on est implanté sur une quinzaine de sites en Haute-Garonne. Et ce n'est pas anodin parce que du coup, l'offre ou la réflexion qu'on doit mener, elle doit toujours se teinter de est-ce qu'on peut le faire sur chaque site ou est-ce que c'est la bonne réponse. On pense souvent à notre siège qui est dans une grande ville, on va dire monobloc, et où on a du monde et où on peut mettre facilement des choses en place, voire toucher facilement le personnel, même si aujourd'hui avec le télétravail, tout le monde n'est pas là au même moment. Mais il faut toujours penser à ceux qui sont dans des sites plus petits, voire complètement isolés, où il y a seulement un accueil au public, etc. Et pour autant, effectivement, il faut que notre offre ou que notre sensibilisation ou que les possibilités soient accessibles partout. Et c'est important. Et pour ça, c'était le premier point et c'était quelque chose qu'on avait noté d'intéressant avec Impulsion et Green Solus, c'était de pouvoir témoigner de ce que l'on a mis en place avec un réseau d'ambassadeurs. Donc, vous connaissez tous la RSO, donc tout cet engagement institutionnel qui se décline en plusieurs axes. Nous, on a décidé, il y a maintenant 4 ans, de créer un réseau d'ambassadeurs de la RSO au sein de la Caisse sur la base du volontariat. Et on a aussi proposé aux agents de signer une charte d'engagement au sein charte RSO, qui reprenait les grands axes et qui permettait de mettre en mouvement et de faire connaître toute cette démarche. Les ambassadeurs, chez nous, c'est à peu près une vingtaine d'agents volontaires et que l'on réunit. Alors, il faut effectivement animer ce réseau, que l'on réunit, alors soit par petits groupes lorsqu'on fait des travaux de groupe spécifiques. Et cette année, on a choisi 2 thématiques, les éco-gestes d'un côté et la prévention de la désinsertion professionnelle de l'autre. Donc, on va dire plus un axe social et plus un axe environnemental. Ces ambassadeurs, ils sont aussi le relais sur le terrain parce qu'ils nous font savoir comment, dans tel lieu, dans tel service, dans telle pratique, il y a des difficultés parfois, ou alors nous font remonter les bonnes idées. Et du coup aussi, en descendant, nous aident à faire partager et à faire connaître toutes les actions. Si je parle de la mobilité, parce que c'est un des premiers points qu'on pouvait aborder, on a mis en place un travail aussi, et c'est ce que j'inviterai mes collègues un petit peu tous à faire, un travail en réseau. Alors, on a initié la démarche, pour l'instant, il n'y a pas d'action concrète sur Toulouse, mais on a au sein de notre quartier où on est implanté avec notre siège, en fait, il y a plusieurs grosses entreprises. Il y a Orange, par exemple, il y a nos cousins de la CAF, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont implantées sur le même quartier et on s'est regroupé en plan de mobilité inter-entreprise.
D'où l'intérêt de se poser les mêmes questions, de pouvoir agir sur les acteurs publics. On parlait tout à l'heure de covoiturage. Pourquoi pas effectivement proposer à ce qu'il y ait un point de covoiturage qui soit dédié, puisque dans le quartier, il y a beaucoup de gens qui peuvent le partager. Nous-mêmes, on a adhéré cet été avec une plateforme Carrosse, une plateforme nationale de covoiturage pour le promouvoir auprès de nos salariés. On arrive aussi à mettre en avant la mobilité douce, bien entendu, avec des vélos à assistance électrique. On anime des ateliers chaque année sur l'usage du vélo, en partenariat avec des acteurs locaux. Alors, sur Toulouse, c'est la Maison du Vélo, qui nous font une animation ou 2 animations, en général, il y en a 2 par an, autour de « Allons-y à vélo », donc pour favoriser le transport doux domicile-travail, avec un petit déjeuner, avec un petit challenge, etc. On a aussi une flotte qu'on essaye de muter en électrique tout doucement. Donc, on a une partie de nos véhicules qui sont à énergie, donc 100% électrique ou voire hybride. Et là aussi, on s'est appuyé sur les agents. On a fait un concours en interne pour voter pour le flocage, c'est-à-dire l'habillage du véhicule. Donc, ça a permis d'utiliser des véhicules qui ne sont pas thermiques, mais aussi de faire savoir en interne et faire un petit peu d'émulation sur le fait que oui, la caisse, tout le monde n'utilise pas des véhicules parce que son métier ne le justifie pas, mais les agents qui sont nomades aussi puissent s'identifier et faire savoir que l'établissement est engagé dans cette transition. Je vais parler de la gestion des déchets. Excusez-moi, je bascule sur un autre sujet. La gestion des déchets, c'est une des grosses réussites de l'organisme, puisque depuis maintenant 3 ans et demi, on a décidé de travailler avec un acteur externe pour nous faire la gestion du tri sélectif, mais du tri à la source. Alors, le travail, c'est les agents qui le font, c'est-à-dire que les agents n'ont plus de corbeille dans leur bureau. Ils sont obligés d'apporter les déchets à un point centralisé d'apport volontaire, donc qui est en général à chaque étage des bâtiments ou dans chaque site. Et c'est là l'importance aussi, ce que je disais tout à l'heure, de le démultiplier, que ça soit jouable dans chaque site. Donc dans chaque site, on a les mêmes poubelles séparées du carton d'un côté, du papier séparé du carton. Et les autres déchets divers, on a aussi un point de collecte pour les bouteilles plastiques, on a ce qui peut rassembler aussi, par exemple, les piles. Ce point d'entrée de tri à la source, il est très important. Et il nous a permis aujourd'hui, sur l'année dernière, de récolter et de trier et donc de valoriser 81 tonnes de papier et de carton. Et de manière séparée, ce qui est très important aussi, parce qu'effectivement, avec du papier, on fait du papier, avec du carton, on sait refaire du carton, mais avec du mélange papier-carton, finalement, on ne fait que du papier d'essuyage, du papier toilette ou du sopalin. Donc, on arrive à garder une matière plus noble et aussi, du coup, économiquement, à avoir un meilleur prix de rachat de ces produits. On a mis en place une nouvelle initiative cette année aussi avec des collecteurs de mégots, qui sont aussi un déchet qui pollue énormément quand il se retrouve dans le caniveau. Donc, on a mis en place sur certains sites, alors ce n'est pas généralisé, mais on a fait un test, ça a fonctionné pendant 3-6 mois, et donc maintenant, on a mis ça en place sur d'autres sites, là où il y avait le plus d'effectifs. Il fallait aussi que ça soit économiquement et soutenable et intéressant. Quand il y a un site avec 1 ou 2 fumeurs peut-être identifiés, ça ne se justifiait pas. Je parlerai de la réduction et de l'économie circulaire, qui est aussi un axe que l'on travaille, qui est important et qui de toute façon nous est imposé par la loi AGEC. Alors on a parlé tout à l'heure du papier des impressions, Monsieur Magie nous en a parlé. Alors au sein du réseau, on a des objectifs de réduction des impressions qui sont très importants. Le télétravail et la dématérialisation nous ont beaucoup aidés depuis l'an dernier à atteindre ces objectifs, et on a d'ores et déjà, chez nous en Haute-Garonne, atteint l'objectif de 12 pages par jour et par agent imprimé, alors qu'on part sur un historique. En 2018, on était à 27 pages. Donc, on a fait plus de 50%, 55 à 60% d'économie d'impression. La cible, c'était d'arriver à 15 pages. Donc, on est déjà en dessous de la cible pour 2020. Et je pense qu'on va pouvoir accentuer enfin et encore cette tendance. Mais à côté, effectivement, au niveau de l'économie circulaire, on essaye de mettre en place des cercles vertueux. Alors, j'ai noté tout à l'heure ces propositions de mettre en place des espèces d'espaces de partage, de dons, de seconde vie au matériel, aux équipements. Nous, on le fait,
en plein en ce moment, c'est la semaine du don au sein du réseau de l'assurance maladie. Et donc, on a proposé à nos agents de pouvoir ramener des livres parce qu'on va les faire collecter par un organisme qui va donc les vendre sous forme d'ouvrage d'occasion. On ramène aussi des stylos, du matériel d'écriture. Et là, une nouveauté, on s'est associé sur l'agglomération toulousaine avec les universités et une association qui vient en aide à des étudiants précaires. Donc, on va leur redonner du matériel de fourniture de bureau usagé, comme des classeurs, des bannettes, vous savez, les classes documents que l'on a et que parfois on renouvelle ou qu'on jette quand on déménage de bureau. Et donc, nous, on a récolté mais un volume impressionnant, parce que je crois qu'on a plus que de 250 classeurs que l'on va donner à des étudiants, des classeurs évidemment encore en état. Voilà des exemples de ce qu'on peut faire, de ce qu'on a pu faire et que l'on arrive à faire de manière du coup récurrente en renouvelant ces opérations tous les ans auprès de nos agents et toujours en s'appuyant sur notre réseau d'ambassadeurs. Et enfin, l'alimentation durable, et vous avez vu la slide rapidement tout à l'heure. Avec le réseau d'ambassadeurs, on avait effectivement été intervenir cette année. C'était intéressant de pouvoir sensibiliser nos collègues à cette alimentation durable et en prenant l'axe alimentation durable, mais au sens le plus élargi possible, c'est-à-dire autour du repas. Autour du repas, comment je peux avoir des éco-gestes. Et donc, on a identifié ces points que vous voyez. C'est avant le repas, c'est comment je fais mes achats. Est-ce que j'achète local? Est-ce que j'achète en vrac? Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que lorsque je consomme, j'évite le gaspillage? Est-ce que je réduis mes quantités de protéines animales, notamment, puisque je sais qu'elles sont très nuisibles pour l'environnement? Est-ce que je réduis mes consommations d'énergie lorsque je fais chauffer ma casserole d'eau? Est-ce que j'économise globalement la ressource? Et enfin, est-ce que je sais bien maîtriser aussi les déchets, notamment les déchets d'emballage et tout ce qui est jetable? Et on invite effectivement nos collègues à utiliser la gourde plutôt que la bouteille en plastique, les couverts réutilisables même quand ils viennent au travail avec leur propre panier repas. Tout ça, c'est des choses que l'on a travaillé ensemble. On a travaillé une petite vidéo, alors qui n'est pas encore finalisée, et qui nous permet de sensibiliser de façon animée au sein du réseau de nos collègues. Et on va faire toute cette animation en novembre dans la continuité de la Semaine européenne de réduction des déchets. Voilà ce que je pouvais vous raconter en quelques mots. Merci beaucoup, monsieur Jacob, pour cette présentation. Écoutez, on approche de notre créneau qu'on s'était laissé, mais on va essayer de prendre quelques questions-réponses tout de même. Je vais laisser la parole à Mélanie pour se faire l'ambassadrice de vos questions auprès de nos intervenants. Oui, bonjour. Beaucoup de réactions là suite à l'intervention de monsieur Jacob. Concernant, par exemple, la mobilité douce, on a une remarque ou une question sur le fait que l'employeur peut être frileux pour mettre en place des vélos sur des déplacements professionnels à cause des risques accidentogènes. Est-ce qu'il y a une assurance particulière ou est-ce que vous avez eu des formations auprès de vos collaborateurs? Alors, assurance particulière, je ne pourrais pas vous dire. Par contre, effectivement, on avait proposé un atelier avec toujours la Maison du Vélo, notre partenaire, pour pouvoir découvrir la conduite à vélo. On met évidemment à disposition le casque, le gilet réfléchissant. Après, ça a effectivement ses limites, je vous l'accorde. Si je peux me permettre, si on a des questions là-dessus, j'invite chacun à se rapprocher d'une fédération qui est aujourd'hui qui a pignon sur rue sur cette question-là, qui s'appelle la FUB, qui est la Fédération des usagers de bicyclettes. Il y a des études qui ont été faites sur la question des accidents. D'abord, en vélo, en fait, on a des taux de risque qui sont à peu près similaires à ceux du piéton. Et ceux peut-être un petit peu supérieurs, hein, mais un petit peu supérieurs à ceux du piéton et de l'usager de la voiture. Mais en revanche, par exemple, si on prend en considération quelqu'un qui fait de la moto, on se rendra compte que celui qui utilise une moto a 32 fois plus de risques d'avoir des accidents graves. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui a peut-être lieu
de remettre en perspective. Et ce que défend cette fédération-là aussi, ça me paraît assez intéressant, parce qu'ils ont tout un tas de guides sur comment faire du vélo, comment respecter certains codes pour effectivement faire du vélo en toute sécurité, en particulier des choses qui ont trait au code de la route lui-même. Donc je vous invite à aller sur leur site et à aller regarder ça. Eux, leur approche, c'est de dire que plus on sera nombreux à faire du vélo, en fait, moins il y aura d'accidents, parce que les gens seront formés eux-mêmes à la pratique du vélo. Voilà, donc effectivement, c'est aussi une question de formation, savoir comment rouler, savoir comment faire quand on se trouve sur un gros rond-point avec tout un tas de voitures, etc. etc. Merci pour ce complément d'information. On a des questions aussi autour de la gestion des déchets. Quel lien avez-vous avec vos sociétés de nettoyage pour le tri? Est-ce que vous l'avez inclus dans le cahier des charges? Est-ce que l'exécution est vérifiable et vérifiée? Surtout notamment par rapport au recyclage et être sûr que ce n'est pas des déchets qui vont être ensuite enfouis ou incinérés. Alors, premier point sur l'articulation avec la prestation de nettoyage. Alors effectivement, la prestation de nettoyage est de fait modifiée, donc c'est inclus dans le cahier des charges que les agents de nettoyage n'ont pas à changer, à vider les poubelles, puisqu'il n'y en a plus dans les bureaux, il n'y a pas de sac poubelle à mettre dans les corbeilles, etc. Chaque agent a sur son bureau une petite boîte, l'équivalent d'une demi-boîte de mouchoirs, on va dire, qui permet au quotidien d'y déposer un stylo qui serait cassé, un trombone, un mouchoir usagé, et charge à lui, donc c'est l'agent lui-même qui doit le vider tous les soirs dans la poubelle d'étage. S'il avait aussi du papier, il va le mettre dans la corbeille spéciale, enfin dans le bac spécial pour la collecte du papier, et le carton pour le carton. Donc en fait, c'est bien l'agent qui apporte, et c'est plus l'agent de nettoyage qui fait ce transfert de déchets. Ensuite, les déchets sont récupérés à fréquence, alors soit hebdomadaire, soit moins sur les sites plus éloignés. Donc les déchets triés, donc papier, carton, accessoirement donc les bouteilles en plastique, sont récupérées par une société qui ne fait que ça. Donc effectivement, c'est pas comme si c'était après rebasculé dans des containers de l'agglomérat, enfin de la communauté de communes pour le tri sélectif comme pour les particuliers. Là, on est effectivement sur une société dédiée qui nous fait la collecte et qui elle-même se rémunère en revendant le papier pour le papier, le carton pour le carton, etc. Donc en fait, là, il n'y a pas de... il y a une traçabilité, et on a visité d'ailleurs ce prestataire, mais il n'y a pas de risque que tout soit refondu dans des déchets. La société de nettoyage, elle, ne faisant qu'évacuer au jour le jour les déchets, les DIB, les déchets divers, puisque ceux-ci, effectivement, prennent le circuit des déchets classiques. Très bien, merci. On nous demande s'il est possible de partager vos chartes. Oui, je vous l'enverrai. Après, elle a besoin d'être remaniée récemment parce que notamment la charte graphique de la RSO a changé l'année dernière. Ensuite, autrement, elle se base, on va dire, sur une déclinaison du référentiel de l'UCLANS. Oui, je le proposerai. Et on a aussi beaucoup d'interrogations sur la manière dont vous avez pu réussir à susciter la curiosité, à faire adhérer les salariés, sur la façon dont vous avez pu faire des animations, des jeux, etc. Comment vous avez réussi à toucher en fait et à faire adhérer à vos différents projets? Alors c'est toujours difficile et ça reste, il faut l'avouer, parfois assez marginal sur certaines thématiques. C'est toujours difficile d'embarquer des collègues. Le réseau des ambassadeurs, ça a été effectivement un sacré défi relevé que de pouvoir faire un appel à tout le monde en disant tous ceux qui sont intéressés par les problématiques on va dire largement de développement durable, parce que ça parle plus, ou de RSO, venez rejoindre notre groupe. Et je vous dis qu'on a une vingtaine, effectivement, de volontaires.
On a eu un petit peu de renouvellement récemment, parce qu'au bout de 4 ans, il y a des gens qui quittent ce groupe, d'autres qui intègrent. Au niveau de l'adhésion à certaines animations, à certains sujets, je pense que, autant je disais tout à l'heure, c'est important d'avoir des thématiques et puis de pouvoir les reprendre, les recycler, de les renouveler chaque année, autant aussi c'est intéressant de pouvoir y ajouter une touche de nouveauté ou un nouveau canal cette année. Enfin, sur la fin de l'année dernière et début 2021, on s'était posé la question justement de notre mode de communication. Donc, on a essayé de la faire plus sobre et plus ciblée, alors qu'avant, on avait tendance, on va dire, à relayer beaucoup d'événements. Et Dieu sait que des journées mondiales de quelque chose, il y en a tous les jours. Et donc, on pourrait relayer tous les jours la journée mondiale de je ne sais pas quoi, du mégot, et le lendemain du vélo, et le surlendemain du climat. Donc, c'était d'avoir une cible un petit peu plus resserrée, d'être un peu plus concentré et de toucher un petit peu plus large, mais en même temps d'apporter de la nouveauté, et notamment, vous voyez, je parlais tout à l'heure de tout ce qui tournait autour du repas, ça c'est complètement nouveau, on n'avait jamais abordé ces sujets-là ou sous cet angle-là, et pour la semaine européenne de la réduction des déchets de novembre, on souhaite aussi, par exemple, parler du compostage. Donc, il y a un autre aspect des déchets dont on parle moins souvent, parce qu'au bureau, on parle souvent du papier, du carton, de la bouteille en plastique. Mais là, on va parler du compostage en s'appuyant sur des collectivités locales qui peuvent effectivement nous apporter des animations et de dire sur certains sites, tel jour, il y aura un petit atelier, ça durera une demi-heure pendant la pause déjeuner. Les volontaires intéressés peuvent venir voir et on parlera du compostage qui peut se faire à domicile, en appartement, ou effectivement, si on a la chance d'avoir un pavillon et un petit bout de terrain, mais qu'on peut aussi envisager. De toute façon, la loi va nous obliger, je crois, à partir de 2023 ou de 2022, il y aura forcément un ramassage des biodéchets. Je confirme, dans tous les lieux d'habitation collective, en fait, dans tous les immeubles, en pied d'immeuble, il y aura des solutions pour traiter ce type de déchets. Très bien, merci pour ces réponses, merci Mélanie pour ces questions et merci à vous surtout de nous les avoir transmises. Donc voilà, on arrive à la fin de notre webinaire. Merci à tous pour votre présence, merci surtout à nos intervenants pour ce partage aujourd'hui. On vous a également mis à l'écran les futurs événements Impulsion 2021 qui auront lieu jusqu'à la fin de l'année. Il y a un accent qui est mis sur ces actions de partage d'informations, de partage de contenu jusqu'à la fin de l'année, notamment un webinaire sur le sujet de la RE 2020 et puis toute une série d'ateliers sur le sujet des nudges, qui est un sujet qui était porté dans les MOOC et sur lequel on souhaite insister lors de ces ateliers en petits groupes et qui auront lieu en novembre et en décembre. Et puis également des rendez-vous pour retrouver encore les porteurs de solutions innovantes que vous aviez pu rencontrer lors du forum, pour ceux qui étaient présents au mois de mars, qui portent des solutions en matière de performance énergétique des bâtiments et qui auront l'occasion que vous aurez l'occasion surtout de re-rencontrer à ces occasions-là. Donc voilà, on va lancer très rapidement un formulaire d'inscription global pour tous ces événements. Voilà, comme ça, il y aura une communication centralisée et des inscriptions centralisées pour tous ces événements. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions, on est surtout disponible pour vous répondre par mail sans problème. Il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi, un bon appétit. Et merci